Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Bienvenue dans cet épisode hors série, un format focus où l'on met en lumière un collectif qui accompagne les marques et les artisans pour faire rayonner ce qu'ils ont de plus précieux, leur identité, leur vision et leur savoir-faire. Ce collectif s'appelle Gratiné. C'est donc tout un programme aujourd'hui, de la stratégie à l'univers visuel, de la R&D au storytelling, du community management à la photographie culinaire. Ces expertes déploient une approche résolument polyvalente pour révéler un monde, une intention, une émotion. Ensemble, elles construisent des récits, des expériences qui donnent du sens, du goût et de la cohérence au projet qu'elles touchent. Ce qui les motive, se mettre au service du beau et du bon pour révéler le potentiel des marques et des artisans. Aujourd'hui, mes invités sont Mathilde Mouet, designer culinaire qui conçoit des images de marques globales pour les artisans du chocolat et de la gastronomie sucrée. Bonjour Mathilde. Bonjour. Cynthia Pierini, consultante R&D et photographe culinaire à Portrait de goût. Elle sécurise le développement des produits alimentaires du concept à la conformité, étiquetage et sublime surtout l'identité des marques par une image stratégique et gourmande. Bonjour Cynthia. Bonjour. Julie Drouard, social media manager culinaire. Elle construit et pilote des stratégies social media pour les marques et acteurs de la gastronomie. Bonjour Julie. Bonjour. Et enfin Alice Lefebvre, alias, et ça j'adore, coucou Simone. Spécialiste du storytelling de marque qui écrit pour faire parler de vous, elle décline votre histoire en stratégie éditoriale pour faciliter votre prise de parole sur l'ensemble de vos contenus. Bonjour Alice. Bonjour Virginie. Donc là, j'ai la troupe. Gratiné. Alors déjà, qui veut m'expliquer ce que signifie Gratiné, comment est né le collectif Gratiné et surtout, quelle est la philosophie fondatrice ? Oui. Donc Gratiné, c'est, je pense, avant tout un crush entrepreneurial, un coup de foot qu'on a eu entre entrepreneurs. Et on avait de cesse de se recommander parce que nos clients avaient des besoins. On avait aussi envie de monter quelque chose ensemble, on ne savait pas trop. Et du coup, au fil des mois, on a vraiment perçu le besoin chez nos clients. On n'a pas seulement besoin d'une identité visuelle, d'un discours de marque, mais on a vraiment besoin d'une communication forte, impactante et pour pouvoir rayonner. Donc, on a commencé à construire ce projet du collectif pour répondre à un besoin qui était une communication 360. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés ? Pourquoi d'où ça vient, cette volonté de travailler ensemble ? Donc, elle s'est faite, cette rencontre, de manière assez magique. J'ai posté sur LinkedIn une photo de recette de tarte rustique abricot lavande. C'est très, très précis. Tout ça. Oui, très précis et très gourmand surtout. Et c'est grâce à ce visuel que j'ai pu rencontrer Mathilde. On a beaucoup échangé via les réseaux sociaux. On s'est aperçu que nos univers créatifs étaient complètement en phase. Donc, on s'appréciait beaucoup aussi par nos univers. Et on a constaté que nos expertises étaient complètement complémentaires. Donc, on a voulu initialement créer un binôme. Et puis, de fil en aiguille, finalement, avec le retour aussi de nos clients et de nos expériences, on a constaté qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement plus large, plus loin. Et donc, on a décidé de faire appel à Mélanie Landé, donc coach en stratégie business, qui a été ma coach pour Portrait de goût. Voilà, donc je la connaissais déjà. Et petit à petit aussi, on a découvert Julie via Instagram. Donc, Julie a pu intégrer le collectif. Et on a ensuite intégré Alice pour la partie storytelling de marque et Clémence Pelletier pour le web design et qui est aussi graphiste. Ok, donc vous êtes à 6. Vous comptez on est l'enrichir, l'augmenter ? Pas du tout. Pour l'instant, on est bien à 6. Après, on fait appel à notre réseau de professionnels quand il y a des besoins spécifiques pour les marques ou pour les créateurs de marques. Et voilà, je pense que 6, on est pas mal. Oui, c'est le noyau dur. Et après, on a des noms aussi en fonction des besoins quand c'est
très spécifique. On a d'autres partenaires, DRP, etc. par exemple. Mais c'est moins courant, on va dire. Et pourquoi le mot gratiner ? Parce que, évidemment, un adjectif culinaire, évidemment, mais pourquoi gratiner ? Alors, on a eu cette réflexion autour du nom. On voulait Alors déjà, nous, dans nos valeurs, il y a l'audace. Et c'est vrai qu'on aime bien ce petit côté humoristique. Et donc, on cherchait un nom qui soit pas commun. Et on s'est dit, on a cherché effectivement le lien avec la food. Et le gratin, et quand quelque chose est gratiné, on s'est dit, tiens, c'est un petit peu comme la crème de la crème. Vous êtes le gratin voilà. Pour les Exactement. marques, donc, c'est vraiment ce qu'on va rajouter sur un plat pour lui donner du croustillant, du peps, pour qu'il soit attirant et qu'on ait encore plus envie de le déguster. Donc, on s'est dit que ça pouvait bien nous correspondre. Génial. Alors, avant de commencer des interviews plutôt plus personnelles, quelles sont pour vous les 3 qualités d'une marque qui a de l'impact ? Ou alors, donnez-moi chacune une qualité, donc du coup 4, une qualité d'une marque qui a de l'impact. Je pense que du coup, comme j'ai commencé par parler de l'audace, je peux peut-être continuer sur ce point-là, parce que je pense que le premier point, on est toutes d'accord pour dire que c'est ça, c'est l'audace et le pouvoir d'oser, oser bousculer les codes parfois, vouloir faire changer les lignes et proposer quelque chose de différenciant. Ensuite, il y a la capacité à créer du lien, la capacité de connexion, parce que une marque qui va créer une vraie relation avec son client, avec son audience, c'est ce qui fait qu'elle va être mémorable et donc désirable aussi. Et la 3e qualité, ce serait la justesse dans le ton, dans l'univers, ce qui va faire que cette connexion, elle va pas être surjouée, elle va être vraie. Donc voilà, on dirait... Ce serait ces trois qualités. On aime bien, on valide ça. Alors Malide, Malide, non mais n'importe quoi. Mathilde, pardon. Comment définirais-tu ton rôle de designer d'univers de marque ? Et oui, c'est à toi. C'est une belle question. C'est une question importante. Moi, en fait, je dis souvent que je concrétise les projets de mes clients et je fais le lien entre ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils aimeraient développer, et donc la concrétisation de ce projet. Donc, je mets en image, en fait, ce qu'ils ont dans la tête. Donc mon rôle, c'est vraiment, j'agis à 3 niveaux. Design du produit, notamment pour les chocolatiers. L'identité visuelle. Donc là, c'est plutôt général à toutes les marques culinaires, gastronomie sucrée. Et ensuite, il y a un gros enjeu aussi quand on est une marque food, c'est le packaging, l'emballage. Donc, mon rôle de designer, c'est vraiment de retranscrire leurs valeurs, leurs messages, leur histoire, de réussir à exprimer leur savoir-faire, leur excellence, de faire rayonner ce qu'ils ont vraiment en eux et ce qu'ils ont envie de raconter, donc à travers leur histoire, à travers leur marque, à travers leurs produits. Donc, on essaie de retranscrire en images, pour que ça soit bien perçu, en fait, dès lors qu'on découvre la marque, dès lors qu'on découvre leur image, un logo, une devanture, qu'on ait un peu cette attirance parce qu'il semblerait qu'on ait des valeurs communes. Voilà, et que... Donc, on se connecte. Exactement, on se connecte avec l'univers. En fait, moi, mon rôle, c'est de créer une rencontre, en fait, entre un artisan et ses clients de cœur. Donc, ça va passer par notamment l'image de marque et ensuite, les emballages, le design de produits et puis toute la communication aussi qu'on va pouvoir faire, qu'elle soit digitale, papier, etc. Mais c'est vraiment... je suis le maillon entre les deux, entre l'artisan et le client. Donc indispensable. Oui. C'est bien, profites-en. Alice, qu'est-ce que le storytelling de marque, justement, concrètement ? Alors, les néophytes. Oui, alors j'en ai encore, c'est bizarre, mais... La définition, oui, c'est un mot qu'on entend quand même de plus en plus. Bien sûr. Et si on prend la définition, vraiment, c'est l'art de raconter les histoires. Pour une marque, ça va être plutôt l'art de raconter les histoires pour capter l'attention et pour susciter les émotions. Et pour une marque, ça va être d'essayer de trouver l'équilibre entre ce que vous dites et comment vous le dites. Donc, c'est l'histoire et la manière de la raconter, de rythmer et donner une âme aussi à son message pour captiver l'audience, parce qu'évidemment, derrière, l'idée, c'est de vendre son produit, son service. Je crois que l'idée, c'est le business. C'est ce qui nous porte. Et le storytelling, je dirais que finalement, tout le monde peut faire du storytelling et toutes les marques peuvent le faire dès lors qu'elles ont envie de transmettre quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut
tricher un storytelling? Comment ça se passe, ça? Alors, je pense que c'est possible, mais que ça se découvre très vite. Parce que souvent, on dit que dans le storytelling, on a aussi ce mot qui est galvaudé aussi, qui est l'authenticité. Mais non, je ne pense pas qu'on puisse tricher très longtemps, en tout cas. Je pense que sur la durée, ça ne fonctionne pas. Ok, merci beaucoup. Julie, alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené au métier de social media manager? Oui, alors on va remonter... Tu m'aurais dit non, ça aurait été compliqué. Effectivement. Tu serais peut-être remontée à l'accueil. Je t'écoute. On va remonter 10 ans en arrière. J'ai fait un stage, en fait, à la fin de mon master en com, un stage dans une agence de com. Alors, à l'époque, on était en 2015, ça commençait tout juste, les réseaux sociaux. Voilà, c'était les pages Facebook à l'époque qui marchaient beaucoup, qui marchaient très bien. Voilà. Coup de vieux, mais voilà, effectivement. Et donc, au sein de ce stage, en fait, j'ai eu l'occasion de travailler pour des marques, différentes marques, donc sur les réseaux sociaux. Et moi, qui, en fait, ça a été une révélation. Moi, qui adore écrire, qui aime bien ce côté créatif et toujours trouver de nouvelles idées, en fait, je me suis vraiment éclatée. Et puis, ça répondait aussi à une vraie demande, en fait, à ce moment-là. Les réseaux sociaux explosaient. Donc, vraiment, coup de cœur pendant ce stage. Et donc, je me suis orientée ensuite vers le métier de community manager. Donc, j'ai eu différentes expériences en agence. Et puis, donc, il y a 4 ans maintenant, j'ai décidé de me lancer, donc de créer mon entreprise pour faire le même métier, mais pour le coup, en me spécialisant dans le domaine culinaire par passion. Voilà, j'ai toujours, en fait, durant toutes ces années en agence, en fait, j'aimais ce que je faisais. Mais je travaillais pour des clients qui n'avaient pas forcément, pour qui je n'étais pas forcément toujours. Et donc, c'était pas lié à la food, en fait? Non, c'était pas lié à la food. J'ai eu des très différents, très polyvalents. Oui, j'ai eu des marques food, mais j'ai eu aussi j'ai eu de l'automobile, j'ai eu du bricolage, j'ai eu plein de sujets. Donc, c'est moins sexy, d'un coup. C'est moins sexy. On apprend, après, c'est hyper enrichissant, mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper important d'être en phase, en fait, avec les marques pour lesquelles on communique, à titre personnel. Et donc, la food, voilà, ça avait toujours été là en moi. Donc, du coup, quand j'ai créé mon entreprise, c'était évident que j'allais pouvoir communiquer pour des marques alimentaires, des artisans, voilà. Ok, donc tu as à la fois de l'artisanat seul et de l'agroalimentaire plus lourd? Oui, exactement. Voilà, j'ai vraiment différentes typologies de clients. Oui, de la PME à l'artisan, au solopreneur, traiteur. Vraiment, voilà, tout ce qui a un lien avec la food et plutôt quand même des entreprises assez engagées et passionnées. On préfère qu'on se passionne. C'est mieux. Cynthia, comment expliques-tu ton métier à quelqu'un qui ne connaît pas le monde de l'agroalimentaire? Oui, donc je vais prendre un exemple concret que j'ai en ce moment. J'ai une cliente qui m'a sollicité pour l'accompagner dans le développement d'une gamme de plats pour bébés, une de mes spécialités. Et en fait, elle part souvent d'une idée, avec parfois quelques pistes de recettes travaillées dans leur cuisine, dans sa cuisine. Mais voilà, elles n'ont vraiment pas le mode d'emploi industriel. Donc, elles veulent savoir comment fonctionne ensuite la partie industrialisation des recettes pour avoir réellement leurs produits. Et donc, pour cela, je les accompagne sur 4 axes. Donc, le premier, c'est le cadrage du projet. Donc, je vais déjà voir si son idée est réaliste et ensuite formaliser tous les éléments essentiels à créer son produit dans un cahier des charges. Ensuite, je vais faire des petits tests chez moi dans la cuisine et pourquoi pas aussi sourcer certaines matières premières, des arômes alimentaires quand il y a besoin et surtout vérifier la conformité aussi réglementaire, notamment là pour le cas de produits pour bébés. Il y a un vrai enjeu particulier sur la réglementation infantile. Et ensuite, je vais faire toute la coordination aussi technique. Donc, je vais aller rechercher le sous-traitant idéal pour fabriquer les produits et faire toute la gestion finalement de projet et la relation technique entre le sous-traitant et mon client, qui n'est de base pas du domaine de l'agroalimentaire. Et ensuite, je ferai tout ce qui est réglementation, justement, avec la mise en place de l'étiquetage de leurs produits, la vérification des normes d'étiquetage. Voilà, c'est un sujet assez complexe. Et la dernière étape, le dernier axe, c'est toute la partie valorisation visuelle, puisque j'ai cette double casquette photographe culinaire. Et dans ce cas-là, l'idée est, une fois le produit sorti, de mettre en valeur le produit visuellement pour raconter l'histoire de la marque et donner envie surtout de les déguster. Et dans ces cas-là, c'est toi qui fais les étiquettes, par exemple ? Par exemple, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que souvent on travaille ensemble. Donc, mais on peut même en parler maintenant. Tout à fait. On peut parler d'un exemple qu'on a en ce moment qui est en cours de finalisation.
Mais voilà, Cynthia a reçu donc la cliente, elle a pris en charge le développement de la recette, donc qui sont des tisanes en fait pour soulager les douleurs menstruelles. Quand Cynthia donc a commencé toute la recherche et développement, que la marque était un petit peu plus avancée sur sa stratégie et qu'elle était prête, parce que c'est vrai que l'identité visuelle, il ne faut pas la faire trop tôt, il faut savoir vraiment notre cœur de cible, vers quel marché on veut aller, où est-ce qu'on veut vendre, etc. Donc une fois Il faut être mature. Voilà, exactement. Voilà, avoir quand même une direction assez définie. Donc ensuite, Cynthia m'a donné le brief et avec la cliente, du coup, on a construit l'identité visuelle. Et là, on en est en fait à finaliser les packaging. Donc, il me manque les derniers éléments pour mettre en conformité l'étiquetage. Voilà, donc ça va arriver. Mais effectivement, c'est super parce que on avance comme ça ensemble et puis et c'est très fluide et très rapide. C'est ça. Voilà. Super. C'est bien aussi de voir que ce collectif fonctionne et du coup que les clients, parce que quand je t'ai posé la question, je me suis dit mais peut-être que la cliente, elle va pas vouloir travailler avec quelqu'un que tu lui recommandes, peut-être qu'elle veut des prestataires différents. Vous arrivez de manière générale à faire d'une seule voix, par exemple, pour les clients qui vous appellent personnellement? C'est sûr que voilà, après, on recommande forcément les personnes, les expertes qui sont dans l'équipe collectif Gratiné. Après, voilà, le client est libre. Est libre, voilà, merci. De choisir finalement la personne avec qui il a envie de travailler. Et j'ai envie de dire, c'est bien mieux d'ailleurs, parce qu'on a envie que la relation fonctionne correctement aussi. Et que voilà, il y a des affinités à avoir et c'est OK. Donc oui, après, voilà, ça match ou ça matche pas, mais... Et souvent, ça c'est match. Priorité. Oui, bien souvent, ça match. Et puis, voilà, de recommander, c'est quand même aussi gage de sécurité, de confiance. Et, oui, c'est ça. Je pense que quand ça s'est bien passé, par exemple, avec toi, parce que parfois, un client, il va rentrer, par exemple, avec Cynthia. Il va travailler avec Cynthia, et puis Cynthia va déceler un besoin, par exemple, en storytelling, en community management. Et bien, on va proposer, par exemple, Julie. Et en général, si ça s'est très bien passé avec Cynthia, voilà, il y a des valeurs communes qu'on a toutes les 6. Puis pour eux, c'est un gain de temps. Et c'est un gain de temps, exactement. C'est de la confiance et puis voilà. Julie, beaucoup d'entrepreneurs pensent encore que les réseaux sont optionnels. C'est l'occasion de leur dire ce que tu as à leur dire. Oui. Et oui, il y en a encore effectivement qui pensent ça. Moi, ce que j'aurais à leur dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tous leurs concurrents, ou en tout cas une grosse partie, sont quand même présents sur les réseaux sociaux. Et surtout, leurs clients et leurs consommateurs le sont, et beaucoup. Donc aujourd'hui, ne pas être présent sur les réseaux sociaux, c'est même pas pour moi une question. C'est plutôt comment être présent et de la bonne façon, de la bonne manière. Mais ne pas être présent, c'est vraiment se couper de plein d'opportunités, de belles opportunités qu'apportent les réseaux sociaux. Et ça va bien au-delà de la visibilité. Il y a encore quelques années, c'est vrai qu'être présent, ça suffisait. C'était déjà bien d'avoir une présence, d'avoir quelques posts. Aujourd'hui, on attend beaucoup plus d'une marque ou d'un entrepreneur, d'un artisan qu'on va suivre. Donc, vraiment, c'est en termes de canal d'acquisition, de visibilité, d'attractivité, c'est vraiment aujourd'hui indispensable. C'est vraiment le message que je ferais passer. Ce n'est pas uniquement une question d'image, mais ça peut permettre d'aller bien plus loin, de créer du lien aussi, comme le disait Alice tout à l'heure, avec son... Quels seraient les 3 conseils indispensables ? Alors, basique, mais tellement important de bien connaître sa cible. En fait, on le répète beaucoup, mais c'est vrai que tout part de là en communication. Donc, à partir du moment où on connaît sa cible, on sait quel ton adopter, on sait sur quelles actualités rebondir, quel type de contenu vont intéresser la cible. Donc ça, vraiment, c'est faire ce travail-là en amont. C'est déjà la base d'une belle communication. Ensuite, je dirais qu'il y a le fait d'être, et encore plus aujourd'hui avec l'IA, d'être vrai. En fait, de vraiment... Authentique. Voilà, authentique, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, mais là, avec tous les contenus qu'on voit de plus en plus avec l'IA, pour moi, c'est vraiment... c'est ça qui va permettre à une marque aussi de se différencier aujourd'hui, d'avoir... de montrer, en fait, la vraie vie de l'entreprise, les coulisses, le storytelling, les valeurs, etc. Et vraiment de sortir un peu des discours trop lisses, trop lisses qu'on voit beaucoup en ce moment. Et en 3e conseil, je dirais d'oser affirmer sa personnalité de marque, vraiment, de se différencier de ses concurrents et de vraiment y aller à fond, vraiment jouer la carte de son positionnement à fond. Si c'est de l'humour, y aller à fond sur l'humour. Si c'est autre chose, mais vraiment
De pousser au bout. Pousser vraiment et ne pas avoir peur de se différencier des autres, au contraire. Au contraire. Là, tu parles de Insta, de LinkedIn, réseaux sociaux, TikTok. Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients ? Alors, finalement, c'est un peu la même chose. Enfin, la même chose. Là, ce que je viens de dire, c'est vrai pour tous les réseaux. Moi, ce que je conseille avant tout, c'est de bien regarder où est sa cible avant d'aller sur un réseau. Donc oui, en réseau phare, on a beaucoup Instagram, TikTok, LinkedIn, mais surtout, avant tout, bien regarder où est sa cible et où elle passe du temps, en fait. Parce que là, tu parles de l'IA. L'IA, alors, c'est vrai que l'IA, maintenant, on peut utiliser comme pour l'image, mais l'IA, c'est le texte. Mais du coup, comment on peut véhiculer autrement qu'un texte ? Avec non, justement, en termes de branding, par exemple. Autrement qu'avec un texte, ça va être un univers en fait vraiment complet. Ça va intégrer un peu finalement tout ce qu'on fait, l'identité visuelle, la photo, le discours en fait, le positionnement et la façon de dire la chose et le positionnement de la marque. Ça m'intéresse, là, c'était pas la question prévue, mais quel est votre... Voilà, on y va, on improvise. Quel est votre rapport justement à l'IA ? Chacune. Alors, pour l'anecdote, je suis interviewée demain dans un podcast sur l'IA. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça m'intéresse d'avoir votre avis aussi. Moi, j'ai le mien, mais voilà. Ça, c'était pas prévu. Mais voilà, est-ce que vous l'utilisez ? Est-ce que vous l'utilisez pas ? Moi, je peux me lancer parce que je pense qu'effectivement, avec Julie, je pense qu'on est peut-être celles qui sont un peu les plus impactées par ça. Parce que moi, donc, du coup, c'est la rédaction et le storytelling. Et la rédaction, on peut penser que ces dernières années, elle est mise à mal. Et c'est le cas par l'intelligence artificielle, par les textes qu'on voit sortir tout droit de ChatGPT ou de Claude. Voilà. Alors, en fait, il y a deux choses. Moi, je trouve qu'effectivement, on peut penser qu'elle est mise à mal, mais finalement, elle est peut-être aussi valorisée par l'IA, cette rédaction que nous, on fait avec le cœur, avec les émotions et avec les valeurs de la marque. Parce que justement, l'IA, elle n'a pas d'émotion. Donc, elle va avoir plus de mal, en fait, à faire passer directement ses sentiments. Nous, on va aussi écrire avec le cœur, avec les tripes. On va écrire l'histoire qu'on a entendue de la marque ou du fondateur. Donc, on va y mettre beaucoup plus de choses, beaucoup plus de sentiments, d'émotions. Donc, finalement, on a beaucoup plus à apporter. Et on a un poids qui va être... c'est challengeant, mais voilà, ça peut aussi valoriser ce qu'on fait quand on le fait bien sûr. Et nous, on trouve aussi qu'on voit beaucoup de légendes, effectivement, de réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram, sortis tout droit de ChatGPT, qu'on commence à avoir un peu l'œil affûté et à les repérer et du coup à ne plus les lire. Donc après, c'est peut-être juste notre cas, mais je pense que ça va se généraliser et que finalement, maintenant, les gens, ils vont plus aller vers un contenu imparfait, mais brut et vrai et personnel, que vers un contenu tout lisse qui sort tout droit de ChatGPT. Ok, très bien. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que toi, dans la photo, notamment... Oui, j'allais aborder justement pour la partie photo. Donc, moi, mon avis, c'est que voilà, l'IA, de toute manière, elle est là. Donc, on fait avec, clairement. Et que sur l'aspect photo, moi, voilà, je suis évidemment pour le fait de faire... créer les photos par des photographes, c'est quand même mieux. Mais ensuite, on peut s'en servir en tant qu'outil. Et de toute manière, cet outil d'IA est présent dans tous nos logiciels. Bien sûr. Développement d'images, retouche d'images, etc. Et c'est vrai que sans elle, on passerait des heures et des heures dans le traitement des images. Et forcément, ça aurait un impact aussi financier pour nos clients. Et c'est quand même une aide au quotidien. Après, générer une image de A à Z par l'IA, évidemment que non. L'utiliser en tant qu'outil, oui. Mais oui, ça se voit. Voilà, on parle de cet aspect lisse. J'avais aussi un peu ce discours-là. Montrer la vraie texture des produits. Enfin, c'est des choses que l'IA ne sait pas faire. Pour l'instant, les mains, le côté humain est très, très mal généré pour l'instant. Et on le repère très, très vite. Et c'est clairement pas un gage de confiance. Et on n'a pas envie de se connecter à la marque, du coup, parce que, selon ses valeurs aussi, si c'est une marque artisanale, mais que derrière, on a une photo générée par l'IA, il y a un problème de discours, là. Exactement. D'accord. Mathilde ? Oui, moi, je rejoins Cynthia sur le côté outil. Moi, j'utilise Illustrator, Photoshop, InDesign. L'IA, quand on détourne des photos, en fait, on l'a depuis des années, quelque part, cette intelligence artificielle. Moi aussi, il y a pas 15 ans, non, en 2015, j'ai commencé et j'ai eu mon diplôme. Photoshop, il y avait quand même des petites choses, voilà.
Donc ça, c'est bien, c'est un outil, comme ces logiciels, comme une palette graphique, une tablette. Là, c'est OK. Après, moi, je trouve que je ne suis pas spécialement mis en concurrence par l'IA parce que j'ai tellement une démarche manuelle, plastique, quand je crée des identités visuelles, que l'IA ne pourra jamais me remplacer. Enfin, voilà. Par contre, j'ai de plus en plus de clients. Ça me fait un peu rire, mais ils viennent, ils me disent, bon, bah voilà, j'ai essayé de générer un logo avec l'IA, sauf que là, bon, bah, je suis bien embêtée parce que du coup, bon, je vois bien que le résultat n'est pas à la hauteur. Oui, effectivement. Donc, j'ai décidé d'investir un petit peu d'argent. C'est une bonne idée, effectivement. Bon, ils se rendent compte par eux-mêmes, en tout cas, pour les images, c'est tellement mal fait. En fait, si, je sais pas, on est torréfacteur de café, ils vont nous sortir une graine de café, quoi. Voilà. Ça n'ira pas plus loin. Or, quand on crée une identité visuelle, on n'est pas du tout là-dessus, en fait. Donc, moi, j'en ai pas peur. Par contre, c'est vrai que, voilà, en termes de... Je pense que ceux qui sont vraiment le plus impactés, c'est la rédaction. Et je voudrais juste dire quelque chose, c'est que, par contre, on voit quand même de plus en plus de contenu, que ce soit même dans les thématiques. On brainstorm beaucoup avec l'IA. Et je trouve que, du coup, ces brainstorming, en fait, ils sont tous conformes. Et il faut faire très attention à garder notre sens critique. Et les meilleures idées, même les slogans, dans les plus grandes publicités, l'IA ne pourra jamais les trouver parce que, en fait, c'est nos tripes qui ressortent quand on sort les meilleurs slogans ou, je sais pas, voilà, les meilleurs logos, etc. En fait, on le fait avec notre vécu. Et ça, l'IA, il n'a pas de vécu parce qu'il n'a pas d'émotion. Ouais, il n'a pas de Madeleine de Proust, ChatGPT. Il n'a pas de passion. Non, mais il ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Et en fait, l'amour fait partie de notre vie et on lutte. L'amour, l'amitié, tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment ça qui nous nourrit. Donc moi, je suis très triste. Voilà. Je suis très triste de tout ça. En fait, faut pas non plus dire que ça remplace. Tu vois, parce que moi, je l'utilise. Moi, je l'utilise, mais après, je connecte aussi beaucoup de gens. J'ai besoin d'avoir des gens. Moi, je ne serai jamais remplacée parce que c'est mes mains et c'est la transformation de l'aliment. Donc là-dessus, je suis OK avec ça. Voilà, il faut juste nuancer. Tu as raison, garder l'esprit critique. Voilà. Mais après, de dire, voilà, il y a des posts qui sont sans émotion. Oui, parce qu'il y en a qui font... en fait, tout part du prompt. C'est ça. On en parlait, Alice, tu sais, tu me disais aussi... Si on a énormément écrit, si on a énormément enrichi notre discours, c'est là où c'est intéressant. Mais parce que derrière, il y a un énorme travail avec notre propre documentaire. cerveau. Voilà. Effectivement, parce que c'est vrai que je trouve aussi que c'est un très bon outil, mais à condition d'y mettre... Donc, on revient sur le début de travailler tout ce qu'on a fait en amont, de faire un prompt qui est hyper mature, hyper réfléchi, et du coup, là, on nourrit la bête. Et pour ça, il faut avoir effectivement construit son discours. Fais-moi un post LinkedIn de bonne année. Oui, c'est sûr. Exactement. Tout le monde aura la même chose. La photo de bonne année que tout le monde mettait, qui était faite par l'IA avec le truc hyper scintillant, on repérait, on savait ça. Je pense que beaucoup font ça parce qu'effectivement, on voit beaucoup de posts sur LinkedIn notamment qui se ressemblent tous. Et moi, on reconnaît un post écrit par l'IA. Donc beaucoup, je pense, ne font pas non plus l'effort de vraiment travailler la chose. Et voilà. Ça, c'est donc leur problème. Exactement. Non, mais je pense que ça va. En fait, il y a aussi, c'est nouveau, donc les gens l'utilisent beaucoup. Après, ça va se démocratiser et je pense qu'on va savoir bien s'en servir. Et en fait, les choses vont se rééquilibrer. C'est que je pense que là aussi, c'est le début. Il y a un gros déséquilibre. Il y a des gens qui se disent « Oh là là, on va gagner de l'argent, on va gagner vachement de temps. » Et en fait, voilà, tout est une question de mesure. Et toi, Julie, du coup, ton rapport à l'IA, parce qu'on a fait le tour de tout le monde. Oui. Moi, c'est vrai que j'ai eu de plus en plus de clients qui me disaient bon bah voilà pour la rédaction des posts, je me débrouille à l'IA, voilà. Et c'est vrai que forcément, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Effectivement, c'est un outil. J'utilise aussi, moi, en tant qu'outil, mais pas pour rédiger des posts entièrement. Et c'est là où je te parlais tout à l'heure de contenu trop lisse. En fait, je trouve que justement, on a beaucoup de contenu dans le domaine culinaire qui se ressemble énormément. On est sur de la description de plats, de choses assez similaires finalement et sans âme. Et du coup, voilà, moi, j'ai tendance à dire de faire attention, l'utiliser pour certaines choses, mais de bien faire attention à ça et être vigilant pour justement pouvoir créer de l'émotion, en fait. Et il y a ce manque d'émotion. Merci les filles. Cynthia, qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre un produit correct et un produit séduisant ? Vraiment séduisant. Alors, la différence
entre un produit correct et un produit séduisant, pour moi, ça va être la cohérence globale. Un produit correct, finalement, c'est un produit qui est bon, sain encore, bon, correctement élaboré, on va dire, nutritionnellement parlant, et aux normes, ça coule de source normalement. C'est la base, voilà, c'est le produit de base. Mais pour moi, le produit séduisant, c'est vraiment celui finalement qui va créer un lien de connexion immédiat. Et pour moi, il y a 2 ingrédients, ce lien de connexion. Donc, c'est d'abord le plaisir à la dégustation. Il faut qu'il y ait une réelle expérience vécue par le consommateur et qui, en fait, soit totalement en phase avec la promesse du produit. Et l'intention visuelle, pour la partie photographie quand même. Donc, puisqu'avant même de goûter, ça passe par l'image. Et donc, pour qu'un produit soit séduisant, c'est le mettre en lumière avec sincérité. On en revient voilà, au même combat. L'image, si l'image raconte une histoire vraie, pour le coup, le consommateur, il comprendra et il sera rassuré en fait par le produit et il ressentira cette honnêteté. Merci Cynthia. Alice, comment aides-tu toi de ton côté une entreprise à trouver sa voix et son ton juste ? Pourquoi penses-tu que les mots sont si puissants dans la construction d'une identité de marque ? Alors c'est vrai que j'aide du coup les marques et les artisans à trouver leur voix quand je les accompagne. Finalement, c'est même un petit peu au-delà de ça. Je les accompagne pour qu'ils se différencient. Donc avec des mots qui ont une vraie personnalité. Donc, je leur donne l'élan en fait de pouvoir oser prendre la parole, oser se faire remarquer. Et concrètement, comment je les aide, ça prend la forme de ce que j'appelle moi une charte éditoriale. Quand on se lance, on pense souvent à la charte graphique, à tout l'univers qu'il faut créer pour que sa marque soit remarquable. Et là, c'est le pendant avec les mots, le pendant éditorial, donc la charte éditoriale qui va reprendre le storytelling, donc l'histoire, le pitch, le ton, la voix, les expressions qu'on peut utiliser, le pitch quand il y a un tour de table et qu'on doit présenter sa marque, mais faire mouche auprès de son auditoire. Ça va être vraiment tout le contenu qui peut être ensuite décliné dans toute la communication et sur tous les canaux de communication. Et alors, la deuxième question, c'était pourquoi les mots sont-ils puissants pour une marque ? Eh bien, je pense que les mots aident à créer un lien humain. Ça va être un lien durable, un lien cohérent et un lien régulier avec les clients ou avec les prospects. On le voit par exemple avec les réseaux sociaux, on en a parlé. On sait que l'algorithme, il va privilégier le contact avec des commentaires, avec des messages, avec des discussions. Et tout ce contact et tout ce lien, il va se faire grâce aux mots. Donc, c'est forcément les mots qui aident à créer le lien. Et je pense que depuis la nuit des temps, on sait aussi que discuter avec son client, avec son prospect, c'est un préalable qui est indispensable aussi pour nouer du lien, nouer de la confiance, expliquer son produit, expliquer ses services, et que du coup, c'est forcément indispensable. Du coup, cette charte éditoriale, tu vas l'utiliser aussi pour tout ce qui est SEO ? Oui, les mots importants qui reviennent sur les réseaux, qui connectent. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a toute une partie aussi importante pour le SEO, donc sur la partie plutôt web et site internet. Donc, il y a une partie effectivement qui inclut le vocabulaire qu'on va utiliser. Parmi le vocabulaire, les requêtes qui sont recherchées par les internautes et qui donc vont aussi servir à se référencer et à remonter dans les résultats, à la fois les résultats des moteurs de recherche et maintenant les résultats aussi de l'intelligence artificielle. Évidemment. Julie, comment tu aides, toi, tes clients à gagner en autonomie sans les laisser seuls face à leur communication ? Comment se crée la collaboration ? Sur les différentes étapes dans la collaboration ? À quel moment tu leur laisses gagner en autonomie pour qu'ils gèrent tout seuls ? Alors, ça va dépendre en fait du besoin. Il y a 2 cas de figure. Il y a des entreprises qui, elles, vont plutôt vouloir déléguer à 100% leur communication et donc me laisser gérer avec eux. Moi, j'aime bien dire quand même que je travaille avec mon client et pas pour mon client. Ça reste un travail d'équipe dans tous les cas. Donc, on va beaucoup échanger en amont sur justement les valeurs de l'entreprise. Enfin, je vais vraiment chercher à creuser et avoir le plus d'informations possible.
Mais le deuxième cas de figure, pour le coup, et pour ceux qui veulent vraiment gagner en autonomie, moi, je vais les accompagner en fait via la réalisation de la stratégie ou via un accompagnement en fait personnalisé où mon rôle, ça va être de cadrer toute leur communication pour qu'ils comprennent ce qu'ils font et qu'ils se sentent en confiance après pour le faire eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment prendre le temps d'expliquer... de comprendre qui est leur cible, ce qui marche aussi sur les réseaux sociaux, les tendances, etc., l'algorithme, mais surtout aussi comment réussir à capter l'attention de leur cible. Donc ça, c'est vraiment un échange vraiment très poussé avec eux et qui se fait même régulièrement d'ailleurs pour qu'ensuite, à la fin, ils se sentent OK avec le fait de communiquer, qu'ils y prennent du plaisir aussi et qu'ils comprennent un petit peu les codes des réseaux sociaux. Donc ça passe vraiment par une phase d'échange et de suivi en fait, mensuel en tout cas, très régulier avec le client. Les algorithmes sont différents et très changeants selon les réseaux? Oui, quand même. Même sur le même réseau, ils vont beaucoup changer. On voit Instagram, l'algorithme change très souvent. C'est quoi très souvent? Très souvent, ça peut être... il peut y avoir une nouveauté tous les mois, tous les 2 mois. Enfin, voilà, là, ça fait un petit moment. Mais par exemple, il y a eu à un moment donné une tendance des hashtags. Bon, maintenant, les hashtags ne se font plus. À un moment donné, c'était les Reels. Il y avait les Reels qui cartonnaient. C'était vraiment le moyen de se faire connaître. Maintenant, les carousels reviennent aussi. Donc, en fait, moi, je nuance un petit peu là-dessus. C'est bien de suivre l'algorithme, bien évidemment, mais il faut quand même garder aussi un cadre. Et du coup, surtout, ce qui va compter surtout pour moi, c'est le message qu'on fait passer, c'est ça. en fait. Mathilde, si le chocolat pouvait parler, parce que toi, tu es spécialisée avec les artisans du chocolat, déjà, pourquoi? Par gourmandise. Avant tout. Ça, c'est certain. Oui, tu aurais pu accompagner aussi un producteur de choucroute. Alors oui, c'est moins Mais donc plus sucré. Oui, en fait, moi, j'ai vraiment une relation particulière au chocolat. J'ai grandi dans un restaurant où ma grand-mère travaillait beaucoup le chocolat en dessert et j'étais dans les cuisines et je mettais souvent mon doigt dans la casserole de chocolat fondu. Voilà, donc c'est vrai que j'ai toujours eu ce produit et puis vraiment, c'est mon aliment. Et j'ai même pensé à être chocolatière, en fait. Le fameux stage de 3e, j'ai fait dans une chocolaterie et puis bon, voilà. J'avais aussi le dessin, donc bonne à l'école aussi. Donc voilà, j'ai poursuivi mes études, j'en suis très contente d'ailleurs. Mais quand je me suis mise à mon compte, le culinaire, c'était une évidence par rapport à tout mon parcours, etc. Mais j'ai cherché à me différencier et en fait, c'est un peu venu par hasard à moi. J'ai eu un client chocolatier qui m'a appelé, qui m'a dit « Mais tu sais Mathilde, j'aimerais bien sortir... une pièce en chocolat un peu originale. Comment est-ce que tu crois que tu pourrais me dessiner ça ?» Et je dis « Oh bah oui, ça doit pouvoir se faire. » Et en fait, là, je me suis dit « Ah oui, non, mais ça, vraiment, ça me plaît beaucoup, beaucoup. » De designer des futurs moules à chocolat qui ensuite vont être des pièces qui vont exister en vitrine. Et c'est là où je me suis dit « Personne ne fait vraiment ça, en tout cas le revendique. » Je sens qu'il y a un vrai besoin, parce qu'après, il y a d'autres personnes qui sont venues me chercher. Et je me suis dit, c'est génial, en fait, parce que je travaille la matière du chocolat. Via l'argile, en fait, je transpose moi en argile. Ensuite, on fait des tests en atelier avec les chocolatiers. J'ai le dessin, enfin, j'ai tout. Voilà. Donc, si le chocolat pouvait parler, c'est une question assez difficile, mais je pense que déjà, il respecterait la matière première. Donc, il parlerait beaucoup des producteurs de cacao, de la difficulté qu'on a à produire du cacao, que c'est vraiment une fève précieuse, parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu de cabosses, en fait, par arbre. Je crois que c'est entre 30-40 cabosses. Donc, on fait très peu de chocolat avec un arbre, une production. Et donc voilà, le respect du terroir et de mettre en avant tous les profils aromatiques, les territoires, donc les producteurs, et ensuite l'histoire que le chocolatier a racontée. Je trouve ça beau quand un chocolatier nous sort une magnifique collection de Noël, qui sort un peu des Pères Noël, qui, en fait, quand on nous livre quand l'artisan livre son interprétation d'un temps fort comme Noël, par exemple. Ou la Saint-Valentin qui arrive. Ou la Saint-Valentin qui arrive. Et c'est beau parce que ça met... En fait, moi, j'ai besoin de beau dans ma vie pour être heureuse et je trouve que ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Très joli. À toutes les 4, la question. Quel conseil donneriez-vous chacune à une marque food qui veut se révéler aujourd'hui? Cynthia.
Alors, mon conseil, c'est forcément en lien avec mon domaine R&D Évidemment. et photo. Je n'attendais pas Donc- autre chose. Et oui, donc c'est de construire une base technique solide avec un produit qui tient ses promesses. Voilà, l'idée est ne pas de tricher, de mentir, d'être dans la transparence. Donc c'est montrer la vraie texture des produits. Voilà, pas quelque chose tout généré par l'IA, par exemple. D'expliquer l'origine des ingrédients, comment ces ingrédients sont fabriqués aussi, et d'expliquer également le savoir-faire de la marque. Et le tout en misant sur une image vraie, on en revient encore à cette vérité, qui donnera confiance aux clients et aux consommateurs. Très bien. Alice? Alors moi, mon conseil, ce serait évidemment de soigner son contenu éditorial pour avoir et insuffler en fait une vraie personnalité au niveau du ton et de la prise de parole pour qu'on ne ressemble jamais à son voisin. Donc qu'on puisse la remarquer, la distinguer grâce à sa personnalité. Julie? Je dirais la régularité. Voilà, quand on communique, les résultats se font souvent sur du long terme, donc de ne pas baisser les bras au bout de quelques semaines ou voilà, quelques mois même. Vraiment, voilà, quelques mois, on est d'accord. Et vraiment de rester régulier dans la production de contenu. C'est vraiment ça qui va faire la différence aujourd'hui, je pense. Aussi. Et Mathilde? Et moi, je dirais de suggérer plutôt que de figurer en termes d'image de marque. Je parlais de l'exemple de la FF de café. C'est trop simple, en fait. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de travailler autour d'un émotionnel, d'un imaginaire, mais de ne pas rester trop terre à terre par rapport aux produits que l'on fait. C'est pas parce qu'on est producteur de poireaux qu'on doit mettre un poireau dans son logo, mais vraiment aller plus loin, en fait. Qu'est-ce que dit votre produit de votre marque et de plutôt travailler dans ce sens-là. Et un poireau au chocolat? À tester. Hyper intéressant à travailler. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais oui. Surtout que le poireau, voilà, j'en ai beaucoup dessiné en école d'art, donc je sais exactement à quoi ça ressemble. Ça dessine beaucoup le poireau. Très intéressant parce que c'est très fibreux, donc il y a énormément d'ombre et de lumière. Bon, voilà, comme les souches d'arbres. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Coupé, pardon. Mais oui, poireau au chocolat, pourquoi pas. Mais enfin, en tout cas, voilà, on n'est pas obligé d'être terre à terre dans son image. Une typographie, le choix d'une typographie, c'est très important. Ça peut dire beaucoup. Voilà. Faire sens, en fait, dans ses choix, autre que par quelque chose de forcément figuratif. Oui, de ne pas tomber dans le facile. Voilà, et dans le Finalement. cliché, exactement. Oui. Ok. Première partie finie. Deuxième partie. Chaque fois, c'est la même chose. Je vois les gens qui sont flippés. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je suis une ancienne professeure de lettres. Ah, voilà, vous ne le saviez pas. Donc, je vous lis un petit passage. Il n'y aura pas de dictée. Non, ne vous inquiétez pas. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Quelle est votre Madeleine de Proust? T'en as parlé en plus tout à l'heure. Oui. Oui, j'en ai parlé. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la Madeleine de Proust parce que il y a ce côté mémorabilité. Et moi, clairement, c'est les crêpes au chocolat de ma grand-mère, Qui s'appelle qui s'appelait Marie-Claire. Marie-Claire. Les crêpes au chocolat. Ouais, que je sais bien refaire parce qu'elle m'a bien appris. Ah, ça c'est bien parce que souvent les gens qui parlent de leur Madeleine de Proust, ils n'ont pas chopé la bonne recette. Et donc ils sont frustrés ou alors ils font mal et voilà, et tout le monde est triste. C'est vrai, mais j'ai cette chance-là d'avoir la bonne recette, disons que le bon secret pour une bonne crêpe. Et c'est cool. Donc c'est du chocolat fondu? Oui. C'est Non, pas- mais tout réside dans la crêpe. Ah, c'est la crêpe. Ah, qui c'est la porte tout. crêpe. Ah là là, oui. D'accord. De la poêle à la cuisson. Je peux te donner la recette. Hein. Je serais flattée. Franchement, ça, Moi, je suis plus salée que sucrée. ça se partage une Oui, recette de mais toute oui, façon. évidemment. Mm. Cynthia? Oui, alors, moi, dès mon plus jeune âge, j'ai beaucoup cuisiné. Et j'allais de temps en temps au restaurant avec mes parents. Et il y a un jour, dans une auberge dans le Var, j'ai goûté un moelleux au chocolat coulant. Et c'est devenu ma Madeleine de Proust. On sent l'émotion Voilà. là. Oui, c'est une recette phare. Et d'ailleurs, mon fils, c'est un peu aussi son dessert qu'il apprécie. Donc, ouais. Transmission.
Ben, je vais lui transmettre quand il voudra bien se mettre à la cuisine. Pas encore trop le cas. Alice? Je vais contrebalancer le sucré avec du salé. Mais c'est pas tant le produit en lui-même, c'est plus l'ambiance et le lieu, parce que ce sont les frites de Agon-Coutainville, qui se trouve en Basse-Normandie, où j'allais en vacances pendant toute mon enfance. Et en fait, ces frites, on allait les chercher avec le saladier, et on allait remplir le saladier au moment où la viande était prête à être cuite. On partait avec le saladier pour aller c'était comme une baraque à frites, un peu restaurant, qui donnait les frites. Et là, vraiment, donc c'est le goût à la fois des frites bien croustillantes et délicieuses, mais c'est aussi toute l'ambiance des vacances, de la famille et les odeurs qui me ramènent là-bas. Très bien. Julie? Alors moi, je suis un bec sucré, donc moi, c'est la confiture de ma grand-mère, inégalable, que je n'ai jamais réussi à retrouver. Quel fruit? Mûre, framboise, notamment. Et fort en souvenir aussi, puisque c'est des moments où on allait chercher avec mon frère les framboises, les mûres dans le jardin, et qu'on faisait ensuite avec ma grand-mère. Donc voilà. Très joli. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Du beurre. Oui. Bon, il y a du beurre, forcément. Du beurre et de la crème, oui. C'est la base de la cuisine. Ah, et moi, s'il y a du beurre, fleur de sel, c'est panique quand il n'y en a plus. Du lait. Végétal plutôt, pour le coup. Enfin, boisson végétale, mais c'est un indispensable aussi. Je reste dans les produits laitiers, du fromage. Quel fromage? En bonne normande. Ah oui. Ah oui. Ah bah, y a les AOP normands, forcément, mais non, ça va au-delà, parce que mon plaisir coupable, on va dire que c'est plutôt le Roquefort ou le Gorgonzola, mais donc c'est quand même assez... Là, tu es en train d'insulter la région, quand même. Non, mais j'ai pas de... Alors, voilà, c'est vraiment la totalité des fromages. Tu connais Stéphane Carbone? Non. Tu es en Normandie, tu ne connais pas Stéphane Carbone? C'est un chef. Ah, un chef. Ouais, qui a 2 restos. Bien et sûr. Je dis ça parce qu'en fait, il est l'ambassadeur des AOP. Dans les AOP. fromages de D'accord, Normandie. donc effectivement, j'ai déjà sûrement dû le voir au FENO, qui est le Festival de l'excellence normande, où sont réunis en général les producteurs. Monsieur Carbone devait y être. Oui. Mais regarde ce qu'il fait, c'est très chouette. Très, très bien. Merci. Qu'est-ce que vous choisissez toujours quand vous partez dans une brasserie? Quel est votre plat monomaniaque? Je le sais. Tu le sais. C'est l'andouillette. Parce que je ne peux pas en manger à la maison à cause de l'odeur. Voilà. Je comprends. Mathilde, tu avais envie de répondre aussi? Alors, j'ai pensé à l'andouillette, parce que moi aussi, j'adore. Mais quand même, ce que j'aime beaucoup, c'est la mousse au chocolat quand elle est bien faite dans un bistrot. Voilà, si elle est bien faite. Oui, qu'elle n'est pas de chez Métro, quoi. Exactement, mais j'en ai mangé de très bonnes et franchement, c'est un bon dessert. Valeur sûre. Ouais, mais j'aime bien. Julie? Moi, je vais jamais au restaurant sans prendre de dessert, donc le fondant au chocolat, le classique que je prends toujours. Alors moi, je réfléchis parce que je dirais le croque-monsieur, oui. mais il faut vraiment tomber sur un bon croque-monsieur. Mais là, on parle de C'est bonne toujours un peu brasserie, là. risqué. Bon, alors, Donc ça va. Voilà. Si c'est une bonne brasserie, je prends le croque-monsieur. Okay. Avec la vraie béchamel, maison. Exactement. C'est vrai que c'est bon. Le fromage bien gratiné. Voilà. Exactement. Justement. Le gratiné. Oui, évidemment. Celui-là même. Si vous pouviez passer un moment à table avec une personne connue ou pas connue, vivante, décédée, fictive, réelle, ce serait qui? Ah oui. Il y a le choix, là, c'est ouvert. C'est très ouvert. Je crois qu'on m'a répondu Jésus une fois. Oui, bah Oui, on a envie de faire la scène. Allez, C'était on y va. Denis. C'était Denis. Ah, mais oui, c'était Denis, merci. J'aime bien quand on écoute mes épisodes. Tu vois, c'est ça, effectivement. Moi, je crois que ce serait Édith Piaf. Mm. J'adore Édith Piaf et donc ça a l'air d'être ça avait l'air d'être un sacré personnage. J'aurais vraiment aimé rencontrer cette femme. Très bien. Tous les pâtissiers réunis. Je vais dire un pâtissier. C'est vrai que Pierre Hermé, c'est pas mal aussi. J'ai hésité. Je vote pour. Je vous reconnais bien. J'allais dire un pâtissier également, connu en tout cas, ouais. Oh, t'as Yann Couvreur, c'est bien aussi. Voilà, prenez-en un Ouais. différent comme Voilà, ça, on va on pas imagine. Et si tu veux, je le prends. Aliane Couvreur. Donc là, on n'est que sur des pâtissiers. Enfin, on est Oui. sur Édith Piaf. Oui.
et 3 pâtissiers. Donc toi, pâtissier, alors que tu es moins bec sucré. Oui, mais je pense que du coup, j'ai pas mal à apprendre sur le sucré, donc je Oui. pourrais passer un bon moment d'échange. Intéressant. Quelle est l'herbe dont vous ne pouvez pas vous passer? L'herbe. Ah, l'herbe. Pardon, j'ai oublié la dernière syllabe. Excusez-moi, ça a été avalé avec mon rhume. Le basilic. L'herbe. Le basilic. Ah oui. Avec quoi? Ah bah tout. Les Avec pâtes. Non. Avec oui. le chocolat. Bon, Non, le chocolat, si, ça va très bien. Si, Oui, Ouais, oui, ouais. mais Mm, quand mm. même plus sur... voilà, en pesto. Enfin, vraiment du pesto de partout. Salade l'été, plat l'hiver, voilà, c'est pizza, tout, surtout. Oui, je suis pas très originale, mais je vais dire pareil, j'avoue. Le basilic. En pesto, surtout. Pesto maison, donc on est d'accord. Évidemment. Celui de mon papa, Le meilleur. bien sûr. Je veux dire la ciboulette, mélangée avec du fromage frais, là, et tartine, ouais. Moi, j'ai une passion romarin. Depuis que j'ai acheté ma maison, j'avais un énorme pied de romarin qu'on a dû dompter. Et en fait, maintenant, j'en mets un peu partout. En fait, je trouve que c'est très fort, mais à la fois, quand on le fait subtilement, c'est très agréable. Mm. Donc, j'aime beaucoup le romarin. Très bien. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase? Cuisiner, c'est... Ah bah oui, moi, Oui. de l'amour. C'est goûter, apprécier, déguster. Pour moi, je dirais cuisiner, c'est tester. Cuisiner, c'est tester. D'accord, très bien. Oui, un peu de tout ça. Je dirais aussi c'est un moment de déconnexion. Et la dernière question. Quelle est votre définition de la passion? Mais bien sûr que c'est une bonne question. Je dirais que c'est quelque chose qui nous fait vibrer vraiment au plus profond de nous-mêmes. Quelque chose qu'on fait en fait de façon très spontanée, en fait, dans lequel on y prend du plaisir, mais vraiment Sans rechigner. ouais, voilà, naturellement, qu'on pourrait Mm. faire en fait, qui a du sens aussi. Je pense qu'il y a cette notion de sens et de plaisir, bien évidemment, et qu'on pourrait passer des heures à faire. C'est ça. Oui, c'est ça, ce que c'est j'allais comme dire. ça. Quand le cœur prend le dessus sur la raison, enfin, en fait, on n'est plus vraiment... Enfin, on conscientise plus trop. On vibre tellement que, voilà, on en oublie le temps. On perd un peu Oui. la notion du temps parce qu'on est dans ce qu'on fait, on est passionné et voilà. Oui, je suis totalement d'accord. Oui, moi, c'est la passion. Enfin, par exemple, je prends le cas pour la photo. C'est vraiment quelque chose où je peux rester des heures à attendre un papillon qui se pose sur une branche. Enfin, voilà, c'est vraiment... on est déconnecté complètement de la réalité et du temps qui passe. Et voilà, c'est exactement ça. Je dirais que c'est aussi se laisser porter. Enfin, ça va dans le même sens, mais effectivement, c'est quand on veut entretenir cette flamme et que du coup, on se laisse porter pour continuer à l'attiser sur le long terme. Parce que parfois, on dit que la passion, c'est court, mais on peut aussi... C'est à nous de la cultiver. Voilà, Mm. ça peut être Et puis quand La c'est faire une vraie durer. passion, elle est là et elle grandit. Exactement. Oui, il y a une notion, on ne s'en lasse pas. Une vraie passion, quand ça nous habite, on ne s'en lasse pas. Et pour terminer, avant que je conclue, est-ce que vous pourriez en une phrase donner envie aux gens de travailler avec Gratiné? Chacune. Eh oui. Bah, si cette personne a envie aussi de montrer à son public, à ses consommateurs, à ses clients, de l'audace, de la gourmandise, du vrai, je crois que c'est vraiment le mot. Ben voilà, on est vraiment l'équipe qui peut l'accompagner sur ces différents aspects de la photo, au storytelling, au web design, à l'identité visuelle, Ah, moi, je à vais la entendre chacune communication de vous. digitale. Bah, on parlait de passion. Moi, je dirais si justement une entreprise a envie de travailler avec une équipe vraiment de passionnés. Et vraiment par passion, j'entends pas seulement passionnés par nos métiers, mais passionnés par la food. Bah, avec nous, avec nous, je pense qu'on est très bien là-dedans. On est vraiment, la food a vraiment une place très très importante et c'est bien sûr pas par hasard qu'on a choisi de se spécialiser là-dedans. Donc pour la passion. Oui, si vous voulez faire rayonner votre savoir-faire, votre excellence, je pense on a suffisamment le sens du détail pour vous aider vraiment à révéler le potentiel de votre marque parce que, en fait, souvent, on le voit quand on est en rendez-vous, découverte, de prospection.
des fois, on sent qu'ils n'ont pas la mesure du potentiel de leur projet. Et ça, nous, on le décèle très vite. Et c'est vraiment notre métier, en fait, de sublimer, de valoriser un savoir-faire, une excellence, une culinarité, voilà, peu importe. Mais donc, ça, c'est notre métier, c'est notre cœur de métier. Et ça, on sait vraiment bien le faire. On fait peut-être pas le meilleur pesto du monde, mais par contre, on sait bien faire ça. Et tu vas conclure. Oui, alors effectivement, donc si une marque ou si un chef, si un artisan cherche à être accompagné et effectivement à sublimer sa marque et à la faire rayonner et aussi à lui insuffler une personnalité, une image, des mots qui lui sont propres, effectivement, il peut faire appel à Gratiné et il sait que, en tout cas, il découvrira que on peut lui donner l'élan dont il a besoin. Merci. Alors, je conclus. À travers vos 4 parcours et vos 4 expertises complémentaires, on comprend à quel point une marque gourmande se construit avec du sens, de la cohérence et de la collaboration. En 1 heure, vous avez démontré que stratégie, produit, image, émotion et mots sont les ingrédients d'une même recette. Votre collectif Gratiné incarne cette vision collective où chaque savoir-faire renforce l'autre au service de projets engagés et ambitieux. Merci à toutes les 4 de nous avoir rappelé que derrière chaque marque qui rayonne, il y a avant tout des femmes et des hommes passionnés. Merci beaucoup, Julie. Merci. Merci Mathilde. Merci à toi. Merci Alice. Merci beaucoup. Et merci Cynthia. Merci Virginie. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.